Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Digital Men. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet dont on parle beaucoup avec le rapport Villani, dont on parle beaucoup avec les différentes l'actualité autour du numérique, qui est la Deep Tech. Mais avant, un peu de réclame, puisqu'on va vous demander de vous abonner, bien entendu, à notre chaîne YouTube, à notre fanpage, à nous suivre sur iTunes, bientôt sur Spotify, sur Deezer. Voilà, vous n'avez plus aucun prétexte pour rater l'aventure Digital Men et l'ensemble de nos épisodes. Et de partager cette vidéo en live, puisque vous êtes en train de nous regarder Bien sûr. probablement sur Facebook pour les, très juste idée. ceux qui sont évidemment toujours au courant et qui suivent notre actualité. Donc ce soir, Deep Tech. Oui. Deep Tech avec un titre et une question, c'est la France aujourd'hui, est-elle armée, est-elle prête pour ces innovations de rupture ? D'ailleurs, pour soutenir ça, on avait invité et interviewé lors du CIS, donc on va revenir un peu en arrière. Reza, c'était oui, début janvier, voilà, c'était Reza. Alors on vous dira mieux son nom tout à l'heure. Que l'on salue au passage, puisque je pense qu'il est derrière ce live également. Voilà. Reza qui est venu nous parler d'une étude qu'il a menée sur justement les financements de la Deep Tech, l'évolution de ces financements, etc. Mais tout d'abord, on va s'interroger, qu'est-ce que la Deep Tech ? Qu'est-ce que la Deep Tech ? Alors pour parler de Deep Tech, on va parler de technologie de rupture, avant-gardiste. Avant, on va aussi parler de Low Tech, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par l'opposé de la Deep Tech ? Alors la low-tech, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Comment on aujourd'hui. retourne la question à celui qui nous l'a envoyé La low-tech, c'est ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont des amalgames de technologies existantes, qui, comme l'Internet, comme le GPS, comme le cloud, comme le e-commerce, sont des technologies qui forment des nouveaux modèles économiques, mais qui sont des technologies dont les sous-jacents remontent à plusieurs années. On est dans le domaine de l'amalgame, on n'est pas dans le domaine de la recherche inédite ou la recherche profonde. Alors que la Deep Tech, c'est l'opposé. C'est la rupture totale, et on va retrouver dans cette technologie de rupture, blockchain, on va retrouver les bio-nanotechnologies, les NBIC en général, on va retrouver l'intelligence artificielle qui, dans une certaine mesure, est aussi une des composantes de la Deep Tech. Toutes ces technologies qui véritablement ont comme ADN de changer le monde, et comme Lionel l'a dit, Internet en son temps était une Deep Tech. Toutes les Deep Tech sont-elles amenées, d'ailleurs on s'est posé la question, à devenir des Low Tech par inertie ? La réponse est oui. Oui, et puis alors elles sont surtout amenées à apporter des opportunités de développement économique. Et donc, ceux qui auront la capacité aujourd'hui de développer, d'accompagner, de financer des technologies innovantes, celles qui sortent des labos et donc qui changent le monde, comme disaient d'autres personnes qui avaient quitté les bureaux marketing d'une boisson sucrée pour rejoindre une firme à la pomme dans les années 90. Ça remonte un petit peu. Donc là, voilà ceux qui réfléchiront de qui je veux parler. Ils étaient là pour changer le monde. Et bien aujourd'hui, il y a toujours des technologies qui viennent là pour changer le monde. Elles sortent des labos. Et la question que l'on se pose, est-ce que la France est capable aujourd'hui de financer ? Est-ce que les gouvernements successifs et les orientations qu'ils ont prises par la création de banques comme la BPI, etc. et les venture capitalistes qui sont autour de ça. Et donc là, je pense que Reza nous donnera un certain nombre de chiffres. Parce que c'est super intéressant. On essaiera de vous la trouver pour la mettre en download également, parce qu'il avait pas mal distribué sur le CES. Et c'était une étude assez passionnante sur tous ces sujets qui sont des sujets très clairement, non pas de demain, mais très clairement ceux du sujet. Finalement, c'est quoi les défis auxquels on doit s'attendre ? Parce qu'il y a des défis immenses, pas seulement autour du numérique, mais pour lesquels le digital, en général, apporte des solutions et des services pour résoudre un certain nombre de défis qui nous attendent. Les défis qui nous attendent aujourd'hui sont immenses. C'est des défis sur l'énergie, c'est des défis sur l'évolution du numérique et les apports qu'il peut nous fournir dans l'évolution de nos quotidiens. C'est la mobilité, c'est la santé, c'est l'alimentation. C'est ce que l'on a dit autour des smart cities, mais en fait, c'est ce qui est autour de la vie de l'homme dans le 21e siècle qui commence à peine. Et je ne sais pas ce que sera l'humain et les villes à la fin du 21e siècle. C'est une très bonne question. La 7e Digital République pourrait répondre à cela. Bientôt, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout aujourd'hui, on en a quand même commencé à en citer quelques-unes. On a cette convergence de technologies qui sont matures et qui forment des opportunités. Et donc, t'en as listé quelques-unes. Oui, effectivement. On va retrouver dans cette convergence de manière assez fine, naturellement, l'intelligence artificielle, qui a fait un bond exceptionnel ces dernières années grâce notamment au machine learning, grâce au deep learning. Le big data en général, on voit bien aujourd'hui la capacité à collecter de l'information qui est totalement éradiquée. On voit très bien que ce n'est plus un problème. On collecte ce que l'on veut aux limites du possible et de la légalité
Dixit, les auditions récentes de Mark Zuckerberg sur les différents problèmes liés à la donnée, mais en tout cas, la remontée d'informations, l'analyse, les problématiques de big data couplées à l'intelligence artificielle nous permettent une optimisation et un gain de temps considérable quant à la capacité à piloter un business, à piloter une aventure entrepreneuriale, à piloter une entreprise, toutes ces choses qui sont absolument, presque à terme, à piloter notre vie, mais dans une autre mesure quand on parlera d'humain augmenté dans un autre épisode. Et puis il y a les nanotechnologies, l'informatique quantique. Alors ça c'est magique. D'ailleurs tu as un super projet à nous montrer tout à l'heure là-dessus. Blockchain, les drones, tous ces sujets-là effectivement qui sont des technologies ou des services de convergence de technologies qui nous permettent justement aujourd'hui, grâce à ces technologies de rupture, d'aller encore plus loin, de repousser le champ des possibles jusqu'au séquençage ADN qui bien entendu aujourd'hui n'est plus un problème du tout, alors que ça coûtait des centaines de milliers de dollars fut un temps. Là aujourd'hui ça nous coûte à peine quelques centaines de dollars en général. Voilà, c'est quand même assez sympa. Mais finalement on s'aperçoit qu'il y a peu de startups qui sont présentes dessus. Oui, alors c'est une énumération que j'ai trouvée, merci la Tribune, hein, c'est un article qu'ils ont fait à la fin de l'année 2017. Il y avait un recensement à peu près, start-up versus start-up de la deep tech. En 2015, on était 140 000 pour 3 500. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler de la deep tech parce que ça reste des technologies profondes de chercheurs et que les start-up, on a plus le dernier livreur à la mode en vélo, la plateforme de rencontre. C'est un peu plus facile de matérialiser un investissement également quand on est sur des business qui sont des business de convergence où les technologies de rupture ne sont pas ou peu présentes. On va plutôt la rupture avoir un gain d'efficacité, comme l'avait fait notamment Deliveroo. Fut un temps, je crois qu'ils en avaient parlé en novembre dernier ou en octobre dernier, juste en changeant justement l'algorithme de l'intelligence qui gérait le déplacement des livreurs, ils avaient quasiment gagné 20% de temps. Donc c'est assez considérable. On voit bien naturellement que la France a une carte à jouer dans ce domaine-là. Mais encore une fois, est-ce que la France joue une carte de manière véritable, engagée, ou est-ce qu'on est pas dans une fumisterie, mais globalement, à un moment ou à un autre, faut pas que je lâche ce genre de mots. Mais globalement, est-ce qu'on se voile pas la face avec ce que l'on met en face de cette rupture technologique? Disons, on a beaucoup d'atouts. On a une recherche académique performante. On a de très bons chercheurs, on a de très bonnes grandes écoles, etc. On a des leaders industriels mondiaux dans les domaines de la pharmacie, comme Sanofi, dans les domaines de l'aéronautique, comme Airbus, dans les domaines de l'industrie. Mais ça, c'est l'industrie de l'ADN français. Quoi. Mais ça, voilà. Oui, mais on est encore dans des technologies. Je veux dire, l'Internet, ça sort de laboratoire militaire à la base. Oui. Hein. Donc, on est là. Ça peut être dans la santé avec des gens comme Sanofi. Merci, ils nous enverront des petits chèques. À force de les citer. Voilà, Safran, Airbus, etc. Dans tous ces domaines qui sont des domaines éclectiques, on a des leaders mondiaux. On a aussi le dynamisme de la French Tech. Hein, depuis 4 ans, oui, bien sûr, on témoigne aussi. On le voit très bien. On a maintenant. Nul ne connaît l'évolution gouvernementale en France, mais c'est vrai qu'on a des évolutions gouvernementales qui sont assez dynamiques. On a une vision plus neuve, plus Startup Nation, etc. Alors peut-être que certains le critiquent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez fort. Et puis il y a eu une annonce qui était quand même récente et qui était intéressante. C'était la création d'une agence d'innovation de rupture. Dotée d'un fonds de 10 milliards, alors on reviendra peut-être là-dessus juste après, qui serait d'une certaine façon une DARPA à la française. Alors DARPA, c'est une agence américaine, alors je vais essayer de le dire, c'est la Defense Advanced Research Project Agency. Je l'ai dit en entier. Ça, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, c'est DARPA. Et alors eux, évidemment, ils financent de la recherche profonde. Alors c'est vrai que les Américains ont des financiers autour du militaire qui sont très puissants parce qu'ils ont un budget militaire qui est colossal par rapport au budget français ou au budget même européen pour avoir des zones géographiques équivalentes en termes de population. Mais en tout cas, voilà. Et puis, si on est aussi fort, ça voudrait dire que l'avenir est rose pour nous. Est-ce que l'avenir est rose? En fait, c'est ça la question. C'est toute la question, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'au niveau de l'amorçage, on est excessivement bon sur le lancement de start-up, sur l'innovation en général. Malheureusement, et c'est d'ailleurs une des discussions, des nombreuses discussions qu'on a pu avoir sur les différents événements récents qu'il y a eu dans la tech, ô combien effectivement on est à un moment ou à un autre limité souvent à des séries A, des séries B, on a du mal à se caler jusqu'au bout et à industrialiser une idée véritablement. Retour, oui, les fonds d'amorçage, ils ont un retour sur investissement qu'ils attendent à 5 ou 7 ans, donc ils font les premières levées de fonds, ils font les deuxièmes levées de fonds, ce qu'on appelle les séries A, séries B, et puis après pour grandir, il y a les premiers désenchantements c'est compliqué. Et puis c'est vrai que le problème de financement, alors là on a parlé de ce fonds de 10 milliards, mais en face de nous on a quand même la Chine et les États-Unis, et ça c'est par
dizaines par de dizaines milliards. de milliards, effectivement. Hein. Donc là, on Donc est est-ce qu'on peut-être peut un peu léger. résister à Alors cela? après, C'est une question qu'on peut se poser parce qu'on a l'énergie, on a les talents, Bon, ça incontestablement. doit se faire au niveau de l'Europe. Mais globalement, Voilà. effectivement, c'est peut-être un conglomérat européen plus grand. On a réussi à se mettre d'accord sur la RGPD Ouais. à 28 membres. On en parlait il y a quelques On en semaines. parlait il y a quelques semaines. Je pense très clairement qu'on peut faire la même chose sur les fonds liés à l'innovation. Oui, puis alors on a aussi des problèmes culturels. Et là, c'est propre à la France. On est un pays de terriens, donc on a une forme de défiance au risque. On a une aversion au risque. Donc c'est culturel. On trouve facilement de lever des fonds, encore une fois, pour Deliveroo. Bien sûr, Et pour peut-être... Et tant mieux pour eux. Voilà, mais très très bien. Mais peut-être que pour lever sur une technologie dont on vous donnera quelques exemples tout à l'heure, quelques noms que l'on a pu glaner. Mais en attendant, on pourrait peut-être passer l'interview donc, Oui, de totalement, Reza. bien sûr. Maksoudia, c'est pas facile à prononcer. Non. Il m'excusera si Et on le j'écorche salue. son nom. On le salue en tout cas. On a passé un moment sympa avant et après l'interview. C'était donc le 9 janvier. Dernier, C'était au sur le CES. CES et il dirige ou il collabore. Il est partenaire. Il est partenaire Oui. de la société d'études Wavestone. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une étude Wavestone justement sur l'évolution du financement des deep tech. Vous savez tout sur les deep tech, C'est vous savez parti. un peu sur le financement. À toi, Reza. Eh bien, nous revoilà avec un autre invité. Décidément, ce soir, on n'arrête pas. On a beaucoup Et de là, chance. aujourd'hui, non, maintenant, on ne dort plus aussi, yes. Quelque chose de très intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé ces 3 à 4 dernières semaines dans toute l'actualité, dans beaucoup de médias, tout ce qui tournait autour de la deep tech. Et donc on accueille Reza de la société Wavestone qui va nous en parler puisque vous êtes un spécialiste des études dans ce domaine ou particulièrement pointu sur la deep tech ou plus généralement dans les études et aujourd'hui vous venez nous parler de la deep tech. Absolument, effectivement, on est un cabinet de conseil et on a regardé le sujet deep tech avec grand intérêt parce qu'on a constaté cet été que les investissements en Europe Oui. dans les deep tech avaient pour la première fois dépassé les investissements dans les startups plus traditionnelles, les startups du monde du digital. Donc ça nous a interpellés, on a décidé d'interviewer un panel très large d'investisseurs de VC dans le monde entier, donc en Europe, aux États-Unis, en Chine et autres pays pour comprendre cette dynamique européenne et quelque part situer la France dans un panel d'une quinzaine de pays à la fois européens mais également les États-Unis, Israël, la Chine, l'Inde et autres. Alors, par rapport à ça, on est où? Bah, écoutez, la France s'en sort vraiment très bien. Déjà, deux conclusions majeures de l'étude. Cette dynamique européenne dans les deep tech est largement confirmée. Il y a plusieurs pays européens qui sont considérés par les investisseurs comme des destinations phares en matière d'investissement dans les deep tech. Et la France bénéficie d'un positionnement particulièrement intéressant. Plus de 61% des investisseurs interrogés classent la France dans ce panel dans le top 5 de leurs priorités. 88% des investisseurs estiment que la croissance dans les deep tech en France sera bien plus forte que dans le reste des pays européens. Il y a un talent et des infrastructures qui sont en place et ces qualités sont assez grandement reconnues. Donc on a une qualité d'infrastructure mais finalement on a aussi une qualité de talent puisque vous venez de le dire et on entend souvent que nos talents partent à l'étranger. On connaît nos chercheurs en intelligence artificielle qui font la grande joie de Facebook, etc. Et aujourd'hui, les investisseurs sont capables de faire retenir ces talents. C'est ce que vous observez dans cette étude. C'est ce qu'on observe. Il y a deux phénomènes en réalité. Il y a un phénomène qui est effectivement la dynamique globalement entrepreneuriale en France, Station F et autres, qui est très très forte ces 2-3 dernières années, fait en sorte que les talents français trouvent une motivation nouvelle à rester en France. Je vous donne un exemple. On a interrogé le patron de l'INRIA qui nous disait que sur ces 3 dernières années, le nombre de chercheurs de l'INRIA qui quittent l'Institut pour se lancer dans l'entrepreneuriat a doublé. C'est quand même phénoménal. Et effectivement, là où jusqu'en 2015, il y avait une sorte de fuite des cerveaux vers la Silicon Valley et d'autres, et la Grande-Bretagne et d'autres pays, il y a une inversion de tendance parce que la réussite française s'exprime et il y a un cercle vertueux qui se met en place. Un Donc cercle c'est, vertueux qui peut-être continue avec les élections, bien continue sûr, avec l'ambiance. avec tout ce qui peut tourner Mais en tout cas, autour de Effectivement. la Vous politique. vous analysez dans les chiffres. C'est ce qu'on voit dans les chiffres, ce qu'on voit à travers les interviews. Donc, je vous ai parlé d'une centaine d'investisseurs à l'échelle mondiale qu'on a interviewés, mais on a engagé des discussions avec énormément d'entrepreneurs, d'experts, de spécialistes. Et c'est très palpable.
Ça ressort assez directement et à la fois dans les chiffres et de manière plus qualitative dans les discussions. Alors, une question qu'on ne s'est quand même pas posée et qui permettra peut-être de conclure ce mot, mais pour ceux qui ne connaissent pas le mot-clé Deep Tech, Oui. c'est quoi en une phrase? Parce qu'effectivement, globalement dans la tech, tout le monde sait à peu près de quoi on parle, mais Deep Tech, pour quelqu'un qui ne connaît pas, en une phrase, c'est quoi? Deep Tech, c'est quand la start-up ou la société développe vraiment une nouvelle technologie. C'est De pas juste rupture. de rupture, c'est pas j'utilise une technologie comme le GPS pour faire la géolocalisation. Non, je développe vraiment une nouvelle technologie. Par exemple, ça peut être dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça peut être dans les nanotechnologies, ça peut être dans la biotech. Voilà, il y a dans l'IoT. Donc c'est vraiment technologie de rupture. et ça fait des startups qui ont une spécificité très intéressante, qui est que le cœur de la valeur ajoutée s'appuie sur un différenciateur technologique souvent protégé par des brevets. Là, on le sait tous, les startups tech, leur grand différenciateur, c'est leur capacité à disséminer à très grande vitesse leurs produits et services sur un marché très large. Super. Ben, on a tout ce qu'il nous faut. Et ben, C'est on vous génial. passera peut-être On quelques mettra vidéos, mais les on la liens trouve pour où? l'étude. On la trouve où? Sur le site de Wavestone, donc www.wavestone.com. On mettra le lien en plus dans la Et on mettra le lien dans la description. Parfait. Super. Ben, merci pour cette. Merci. aparté et à très Merci. vite. Merci Avec beaucoup. plaisir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Merci Reza. que de bons souvenirs, effectivement, sur cette soirée du 9 janvier dernier au CES, à l'Eurotech Week, et on avait effectivement passé un très bon moment. Et j'avais la même chemise. Et tu avais la même chemise qui est le clin d'œil, effectivement, de Lionel, et le diable se cache dans les détails chez Lionel. C'est ce qui est absolument sympathique. Donc voilà. Tu nous as sélectionné voilà, quelques alors, pépites. C'est ça que alors, tu voulais j'ai- nous voilà, présenter, ouais, surtout ouais, parce que ouais. J'ai Lionel a sélectionné. beaucoup travaillé sur cet épisode. Non, il faut dire non, ce non. qu'il est. Et il nous a sourcé quand même 5 ou 6 pépites. Voilà, j'ai sélectionné quelques pépites avec l'aide d'un article qui a été écrit sur la tribune il y a quelques mois. Et je voulais commencer par une société qui s'appelle Kai Labs. Et c'est une société qui travaille sur les réseaux du futur, les réseaux ultra rapides. Alors, en se basant sur l'infrastructure de fibre optique que l'on a aujourd'hui, ils sont capables, en modifiant la forme de la lumière qui passe au sein de la fibre optique, de multiplier le débit par 400. Donc là, vous voyez, on est vraiment au cœur d'une technologie qui peut être une technologie de rupture parce qu'elle va offrir d'un seul coup des opportunités qui sont juste impressionnantes. Sans grosse transformation, c'est ce qui est révolutionnaire. Sans changer les Bien infrastructures. sûr. Aller changer de la fibre optique sous les océans, et sous Bien nos sûr. trottoirs, et dans nos immeubles, 2. Bon, on est d'accord que ça, c'est beaucoup d'argent. Là, d'un seul coup, on garde une infrastructure, on multiplie par 400. Juste un petit boîtier. Voilà. Alors c'est une nouvelle façon de traiter la lumière et de modifier la forme de la lumière. Voilà. Donc ça, c'est de la deep tech. Hein. Alors, et c'est de la perspective. Sur Il va mourir Sur- avant la fin de l'épisode. Non, je vais essayer de pas mourir. Sur le voyage, par contre, il y a une technologie que tu as repérée, parce que ça m'intéresse. Parce que je sais pas vous, c'est quand même chiant. À chaque fois, vous devez défaire votre iPad, votre truc. On vous demande pourquoi vous avez 50 disques durs, etc. Et Une surtout, technologie, vous ne pouvez pas emmener, quand vous passez les portiques de non, sécurité dans plus les d'une certaine aéroports, quantité de liquide, voilà, ce vous qui est pouvez quand pas même contraignant. Pourquoi Et là, tu nous as trouvé Voilà, Multix. Voilà, Multix, en fait, il travaille sur des détecteurs spectrométriques à rayon X. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les détecteurs que vous avez quand vous passez dans les aéroports, ils sont incapables de faire la différence entre un shampoing et de la nitroglycérine. Donc, on vous dit pas de liquide, ou alors extrêmement Oui, peu de totalement, liquide. bien sûr. Voilà. Et puis, on vous demande, comme vient de le dire Mathieu, de sortir votre ordinateur, votre tablette, etc. etc. Là, c'est fini. Avec ce type de détecteur, eh bien, alors là, pareil, les transports du futur qui, demain, seront plus sécurisés, probablement, mais aussi plus autonomes, plus automatisés, eh bien voilà, on sera capable de passer sur des portiques qui seront... Ils nous déshabilleront du regard au rayon X Façon avec... de parler, voilà. ils ne vont pas être surpris de ce qu'ils vont trouver. Voilà. Et bah ça, voilà, encore des technologies qu'on peut mettre au rayon de la deep Et tech. qu'on C'est- considère effectivement Deep Tech, ce qui est absolument, en tout cas pour cela, les deux premiers ont déjà, à mon avis, assez technologie de rupture. Alors là, une marque pour laquelle Lionel dispose d'un affect tout particulier. Il a refait tout son salon, tous ses appartements, tous ses chalets, toutes ses maisons à travers le monde avec cette technologie. Tu voulais nous présenter De Vialet, Oui, De Vialet, c'est une... que alors, tout le c'est monde pas une- connaît en grande partie. Voilà, c'est pas une entreprise nouvelle, hein. Ils ont quelques années, ils sont français et ils travaillent sur la révolution du son. Hein, ils ont travaillé sur les amplis pendant quelques années, ils ont sorti il y a 3 ans maintenant leurs premières enceintes qu'ils appellent des fantômes. C'est des technologies d'amplification du son et l'idée aujourd'hui, c'est ces technologies qui associent à la fois l'enceinte
et l'amplificateur Mhm. et le traitement du son, eh bien, ils vont pouvoir les installer, les réduire en termes de taille et les installer dans de l'objet connecté, dans de la Ça télé, va être sympa. dans de la voiture. Et là, voilà, ça veut dire que demain, on Mhm. va pas avoir peut-être besoin d'investir à peu près 2000 € en moyenne par enceinte. voilà. Hein, mais Sans le support. sans le support. Mais on pourra les avoir aussi dans des objets du quotidien qui sont des objets plus familiers. Ça sera une révolution au niveau du traitement du son, parce que la base de leur réflexion, c'était aujourd'hui le son, il vient en streaming, il a été compressé pour pouvoir passer sur des réseaux, il faut le restituer dans toute sa légèreté, dans toute sa nuance, et notamment pour les amateurs de musique classique, hein, écouter des devialets avec des cordes, je vous le conseille, hein, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Voilà. Eh bien, demain, ce type de technologie avec un peu de miniaturisation et de la recherche, mais ça, c'est une vraie pépite française. Alors il y avait aussi, et là j'ai trouvé ça absolument fun, ouais. quand même, la compression Compression de l'air. de l'air Ça, on ne manque pas qui d'air. nous permettait effectivement... Oh c'est fin. Alors là, On ne manque pas là d'air. on applaudit tous. Ertium. Ertium. Effectivement, Ertium. une super batterie qui se joue avec l'air, c'est ça? Oui, alors, bon, on sait très bien qu'on est confronté, aujourd'hui, on en a parlé, avec les smart cities, on est confronté à de la population concentrée dans les Oui. métropoles, on est confronté à la circulation, à la sécurité, et on est surtout confronté à la problématique de l'énergie à stocker, de l'énergie propre. Moi, je veux bien rouler électrique, mais qui produit l'énergie électrique? Qui stocke l'énergie électrique? On sait que la produire, c'est de l'éolien, c'est du photovoltaïque, mais aussi c'est du nucléaire. Parfois, c'est du charbon, parfois, c'est du pétrole. Et en plus, c'est stocké dans des batteries qui sont complètement sales parce que c'est pas facile à recycler, etc. Là, l'idée de Ertium, c'est de stocker, alors, en priorité avec de l'énergie renouvelable, de l'énergie sous forme de batteries qui sont finalement des unités d'air comprimé. Donc, on produit avec l'énergie du soleil, on comprime de l'air. Donc finalement, on stocke de l'énergie en comprimant de l'air. Et quand on a besoin de délivrer de l'énergie, on décomprime cet air et ça rediffuse de l'énergie. Voilà, c'est une technologie à compression d'air et c'est donc une super batterie électrique qui n'a ni ion, ni lithium, ni Extra bio. voilà, extra Parfait. bio, Super. facile à recycler. Super, il ne manquera plus que la batterie vegan et on sera au complet. Voilà, c'est bon. Alors tout ça, voilà. Mais là, c'est assez révolutionnaire par contre dans le traitement de ce... On essaiera de vous trouver une vidéo pour les prochains épisodes si on revient sur ce type Ouais, on a une de petite technologie. qui est toujours dans Une la petite techno qui- de la 4T. Oui, tout à l'heure. totalement. Synchronext également que tu voulais nous présenter. Alors là, c'est une évolution dans la recherche que l'on peut faire, notamment sur Internet. L'idée, c'est d'avoir du traitement algorithmique sur du langage naturel qui est en capacité d'analyser grâce au big data et à l'intelligence artificielle ce que contient un texte d'une plateforme Internet ou autre. C'est-à-dire qu'il va vraiment analyser le contenu et pas simplement des mots-clés, etc. Ce qui fait que nous, on va pouvoir, plutôt que de saisir des mots-clés dans notre barre de recherche, on va parler dans un langage naturel. Il va analyser notre langage naturel, il va le mettre en corrélation avec ce qu'il a pu analyser sur les contenus naturellement écrits sur les pages. Et là, on a finalement le transmetteur, l'interface, le passeur de plat de la Vocal User Interface que l'on commence à découvrir grâce au Grâce Google à Home, Alexa, etc. grâce à etc. tout ça, effectivement. On pensera, on dira voilà, moi là, il y a j'exprime quelque ma chose, pensée dans un langage naturel, il analyse sémantiquement ce que je dis et il va le chercher sans avoir besoin de mots-clés. Ah, la deep tech. Hein. Allez, un petit dernier. Allez, un petit On a dernier. trouvé ça fun. Allez, ça On- s'appelle... si on passait à la vidéo On va d'ailleurs. passer à la tiens. vidéo, puis on Hein, va vous parler dessus directement. Voilà. Donc c'est Dracula Technologies. Alors c'est une solution énergétique qui permet aux objets connectés d'être autonomes en énergie. Alors, avec ça, quand on a dit ça, on a tout dit, mais en fait, on n'a rien dit. C'est un procédé de fabrication qui est constitué de cellules solaires organiques qui sont déposées sur les objets par impression numérique. C'est ce que vous voyez dans le petit film. Et donc ça permet tout simplement de conduire du courant. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme une encre, alors on peut imaginer que c'est de l'encre, on dépose l'encre, mais cette encre a là la capacité de capter l'énergie solaire. Ça, c'est absolument... C'est ce qui est sympa aussi, si on va plus loin, même tu avais le travail sur le goudron même qu'ils avaient fait. Oui, bien Goudron sûr. photovoltaïque, là c'est de la peinture. Donc on est sur de l'autonomie. Vous voyez la petite énergétique. fusée, voilà, la petite fusée qui s'envole, et simplement elle s'envole pourquoi? Parce que son énergie vient de la peinture qui qui l'a permis. qui Voilà. est à la surface de la fusée. Et C'est je juste pense génial. là très clairement que la liste des projets pourrait être encore plus longue. Parce que finalement, si on regarde bien, c'est absolument passionnant. C'est des vrais travaux de recherche et développement, Oui. mais qui créent ces technologies qui changent le monde et qui vont amener
l'être humain et le commun des mortels ensuite à pouvoir les utiliser directement. Donc c'est assez bluffant. Donc, Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on a répondu à la question qu'on s'était posée au départ ? La question du départ, c'est voilà, est-ce que la France a une carte à jouer avec cet environnement de la deep tech, c'est-à-dire ces nouvelles technologies de rupture sous-jacentes à un ensemble d'opportunités de business qui pourraient en découler. Moi, je dis qu'on devrait un peu arrêter les effets de manche, parce que quand on creuse un petit peu, on se dit que les fameux 10 milliards de la DARPA française, c'est pas grand-chose au regard de ce qui se passe au niveau mondial. Pas grand-chose, et c'est moins que pas grand-chose parce que il semblerait que ce soit simplement les dividendes des 10 milliards qui financent déjà les startups qui seraient adressés au deep tech, c'est-à-dire en gros 2 à 300 millions. Donc attends, bouge pas, je vais chercher mon chéquier. Voilà, c'est tout à fait ridicule. Par contre, il y a au niveau de l'Europe une confirmation de la création d'un Conseil européen de l'innovation. Et là, il y a un peu plus de cartes à jouer, je pense. Et là, peut-être qu'il y a des vraies cartes à jouer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a les chercheurs. Oui, ça, effectivement. On a les entreprises de rang mondial. On a des actions comme l'ont démontré la récente présentation du rapport Villani sur la volonté du gouvernement et des institutions françaises d'aller vers avec de l'anonymisation de données de santé, de la distribution de données anonymes pour pouvoir faire avancer tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, que ce soit en France ou en Europe. Et on revient pas sur ce qu'on a déjà dit sur la RGPD. On a une véritable carte à jouer. Donc on arrête les effets de manche. Financement, organisation, au niveau européen. Et puis peut-être aussi que derrière les, comme on le disait déjà tout à l'heure, derrière les fonds d'amorçage, derrière les venture capitalistes, peut-être d'autres relais qui sont capables de prendre un peu plus de risques pour arriver à des levées de fonds de série B ou C et qui permettront à l'industrialisation à ces sociétés, dans celles que l'on vous a citées tout à l'heure, il y a quelques secondes, quand vous allez sur leur site internet, leurs effectifs parfois c'est 3, 4, 5 personnes. C'est vraiment des sociétés qui sont complètement dans la recherche. Ils sont partis sur un truc fou. Et puis on cherche, et puis ça marche, et puis ça marche pas. Mais si ça marche, dans certains cas, on imagine... C'est ce que l'on appelle les moonshots. Le fait d'aller chercher des projets sur la Lune. Dans Mark Zuckerberg, pour le dernier, c'était tout simplement faire de la transmission de pensée pour mettre à jour son statut Facebook. Peut-être qu'aujourd'hui, ce projet est calmé. Voilà. Écoutez, est-ce qu'on a tout dit, Lionel ? Non, on n'a pas tout dit, mais on aurait pu dire beaucoup de choses encore plus. Bien Merci pour la préparation de cet épisode brillantissimement préparé, cher Lionel. Et puis on remercie Reza quand même aussi de du temps qu'il nous a accordé sur ce CES. C'est vrai qu'on avait passé un très bon moment et on est déjà en préparation, en copile, pour le CES 2019. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses. Christophe, tiens-toi prêt, on a aussi beaucoup d'idées. Voilà. Tout est dit. On vous invite donc maintenant à partager cette vidéo encore une fois, à partager notre bonne humeur qui, j'espère, vous accompagne sur ces lives autour de la technologie du digital et la transformation du monde. Et si on a tout dit, on vous laisse. On vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures autour du digital. Salut Lionel, bonne soirée à tous. Bye bye.